La Tech School, c'est la première école d'informatique féministe ouverte à toutes et à tous. C'est une école où il n'y a pas besoin de prérequis techniques puisque vous allez apprendre à coder chez nous. Le but, c'est d'apprendre à créer avec le code dans un cadre ouvert et bienveillant. C'est une école en 2 ans, 9 mois en présentiel à l'école et 1 an d'alternance. C'est une école qui, du coup, s'applique à rendre l'informatique accessible à toutes et à tous grâce à une pédagogie alternative. Si vous voulez plus d'infos sur l'école, je vais vous envoyer tout de suite après ma prise de parole un lien vers notre réunion d'information qui a lieu tous les jeudis à 18h30. Je vous enverrai ça ensuite. Du coup, on a choisi de faire cet événement avec Angélique, que j'ai connue par la communauté Duchesse, car en tant qu'école d'informatique féministe, en fait, c'est une question que l'on nous pose extrêmement souvent, et je crois qu'on la pose souvent à Angélique également, qui est comment recruter des femmes dans mon équipe tech. La question prend différentes formes. Comment faire pour faire venir les femmes dans mon entreprise? Comment attirer les femmes? Pourtant, des femmes dans la tech et des femmes développeuses, il y en a. Donc, on va répondre à cette vaste question de comment agir pour plus de diversité au sein des équipes tech. On sait que ça prend du temps, que ce n'est pas forcément facile, mais du coup, avec Angélique, on vous a préparé des conseils assez concrets et activables pour arriver à recruter plus de femmes développeuses. Du coup, je laisse la parole à Angélique. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel est ton parcours nous dire aussi quand et pourquoi tu es devenue développeuse et pourquoi ces questions t'intéressent. Ok, merci. Merci Claire de m'inviter. Mon parcours. J'ai fait une formation assez classique. Je suis assez privilégiée dans ce sens-là. C'est que j'ai commencé au lycée à me demander ce que je voulais faire et j'ai en fait hésité entre le monde du spectacle, pour être honnête, et puis l'informatique. Et je me suis dit que l'informatique permettrait mieux de gagner ma vie et le monde du spectacle, je pourrais le garder en loisir. Et finalement, maintenant que je suis vieille, je suis contente d'avoir fait ce choix parce que j'ai plus la forme pour faire ce que je faisais quand j'avais 17 ans. Donc voilà, je voulais vite gagner ma vie. Donc j'ai fait un IUT. C'est une formation sur 2 ans, assez technique. Et en fait, j'adorais l'informatique. Donc ça s'est bien passé pour moi. Et j'ai eu de la chance. Il y avait des personnes qui étaient en reconversion, qui faisaient l'IUT en reconversion professionnelle, qui étaient un peu plus âgées. C'est-à-dire qu'il y avait 24 ans, quoi, alors que j'en avais 18. Mais bon, ces personnes m'ont bien aidé en me disant, écoute, tant que tu es dans les études, vas-y, continue, parce qu'après, c'est tellement dur de s'y remettre, de se remettre dedans. Ils m'ont dit, vas-y, tente. Voilà, j'ai tenté les écoles d'ingénieurs et j'étais prise à Polytech Grenoble. Assez tardivement, parce que ça se faisait pas trop de prendre des DUT à cette époque-là. Maintenant, ils en prennent beaucoup plus. Mais ça se faisait pas trop. Donc genre j'étais prise le 29 août pour une rentrée au 3 septembre, un truc comme ça. Voilà. Et puis ça s'est bien passé, j'ai eu mon diplôme et après j'ai commencé à travailler sur Lyon. Et voilà, j'ai fait plein de postes. J'ai un peu tout essayé, développement mobile, gestion de projet, expertise technique transverse, etc. etc. Et puis là, je me suis recentrée il y a 2 ans. Je me suis rendu compte que moins je faisais de développement et de code et moins ça allait. Donc, je suis partie plus dans l'expertise technique et le code avant tout. Et donc, j'ai postulé chez CloudBees, qui est une entreprise qui fait des solutions de CI/CD, dont un des produits est basé sur Jenkins, que les personnes connaîtront peut-être. Donc, c'est une sorte de Jenkins Enterprise, on va dire. Voilà, donc je développe des produits pour les développeurs maintenant. Et je travaille en full remote, parce que c'est une entreprise qui est full remote par défaut, donc je travaille 100% de chez moi ou de là où il y a Internet et électricité, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Duchesse aussi? Comment tu es rentrée dans cette communauté? Pourquoi c'était important pour toi? Alors Duchesse, c'est rigolo parce que c'est des copains qui m'ont dit
mais t'es pas chez Duchesse? Et j'ai regardé, je fais, mais c'est quoi? C'est où? Ils m'ont dit, bah tu sais, c'est la communauté de femmes et tout, machin. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai lorgné sur ça. J'ai croisé des duchesses, des Vox France, je pense. C'est des conférences à Paris. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être un peu présente sur le Slack, à discuter, à rencontrer. Je suis sur Lyon, donc enfin, je suis plus sur Lyon, mais je suis dans la région lyonnaise, donc à rencontrer les femmes qui sont sur Lyon. Et c'est vrai que plus on avance dans le développement, et moins il y a de personnes qui restent développeurs, au global. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vers la gestion de projet, le management, etc. etc. Et moi, je suis restée dans le dev, donc j'ai 12-13 ans de dev, je suis une vieille du dev. Et c'est vrai que dans cette branche-là, il y a encore moins de femmes, on va dire. Donc de trouver des femmes qui font un peu le même métier, c'est... je ne sais pas comment expliquer le manque quand on n'a pas des personnes qui nous ressemblent et qui font le même métier que nous. Je ne peux pas expliquer, mais c'est vrai que des fois, ça fait du bien, voilà, de discuter avec des femmes qui font à peu près le même genre de métier, quoi. Ok. Du coup, en effet, il y a une part importante hein, de aussi enfin, se serrer les coudes et trouver des personnes qui nous ressemblent pour s'épanouir dans son métier. Donc, pour attaquer le sujet de comment féminiser son équipe de développement, tout d'abord, on s'est vu avec Angélique pour organiser un peu cette prise de parole et on est tombé d'accord sur le fait pour mieux résoudre le problème auquel on fait face, il faut bien le comprendre. Du coup, est-ce que tu as, toi, des pistes, Angélique, sur comment se former sur ces questions? Est-ce que tu as des choses à recommander pour être au fait de ce sujet du manque de femmes dans la tech? Alors, c'est un sujet qui est hyper présent ces jours-ci, donc je pense qu'il y a pas mal de ressources, un peu de tout format, parce que selon les personnes, c'est plutôt de la lecture, des podcasts, des vidéos. Il y a un peu tous les formats. Il y a beaucoup aussi en anglais, parce que c'est pareil, c'est une question qui se pose beaucoup aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Donc il y a pas mal de ressources. Le seul truc que moi j'ai envie de dire, c'est ne demandez pas à vos collègues qui sont développeuses parce que c'est pas leur métier. Et souvent ça fait un overhead, ça fait une espèce de dépense d'énergie en plus que d'expliquer tout ça en plus de son métier au quotidien. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Alors, moi, j'ai lu le livre d'Isabelle Collet, là, Les oubliés du numérique. Euh, bon, c'est un peu déprimant quand on le finit, parce qu'on se dit que si l'égalité, c'est dans 200 ans, on n'en est pas sorti, quoi. Mais voilà, il y a pas mal de ressources. Sur les duchesses aussi, il y a des choses qui sont partagées sur le Slack duchesse. Moi, j'en vois beaucoup passer comme ça. Dans mon entreprise, moi, j'ai un forum privé que les femmes de l'entreprise, et donc il y a pas mal de choses qui passent aussi, moi perso, en anglais là-dessus. J'essaye de repartager en général sur Duchesse. Enfin, voilà, ça se fait au fur et à mesure. C'est comme tous les sujets. Je pense qu'il faut juste, si tout le monde pouvait accepter de dire oui, il y a un souci, euh, déjà de base, serait bien. Parce qu'il y a quand même encore des gens aujourd'hui qui sont persuadés que les femmes ne peuvent pas développer. Donc voilà, si déjà tout le monde part du constat que il y a des freins et que c'est pas juste un cerveau rose qui ne sait pas développer, on sera déjà bien, je pense. Mm. Alors, Après, il y a les conférences d'Audrey Neveu, elles sont ah incontournables, oui, je pense. ouais, je les note Hacker Guide to Diversity. Elle l'a fait en français et en anglais, donc selon vos préférences. Ouais, les conférences d'Audrey Neveu, je pense que c'est un bon point de départ. Mm. Elle est vraiment très, comment dire, enfin, il y a rien d'agressif, elle est voilà, très dans l'explication et dans le pédagogique, donc c'est assez agréable. Mm. Complètement. Et en effet, il y a le fait si on a vraiment envie de résoudre ce problème-là, ça prend du temps de se former, donc faut prendre ce temps-là pour bien comprendre d'où ça vient.
Ensuite, Il y a on de avait... plus en plus d'entreprises qui ont des e-learning et souvent il y a ces thèmes. Ça fait partie des thèmes qui sont disponibles en e-learning aussi dans les catalogues. Ouais, il y a même des MOOC que j'avais vus sur Ouais. la question. Donc, c'est sûr qu'on ne manque pas de ressources. Oui. Après, on s'était mis d'accord aussi sur le fait qu'il y avait un point qui est un peu le nœud aussi du problème, même s'il faut bien réfléchir en amont et en aval, c'est le moment du recrutement. Est-ce que toi, tu as des recommandations pour des potentiels recruteurs, aussi bien de choses à faire que de choses à ne pas faire? Des messages à faire passer. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, en tant que développeuse, si tu avais un entretien demain, qu'est-ce que tu recommandes, point de vue recruteur, à faire et à ne pas faire? Il y a plein de choses. Oui, j'en ai plein en tête. Je vais essayer de les dire au fur et à mesure. Si c'est possible d'avoir, par exemple, une femme dans le cursus de l'entretien qui soit pas ressources humaines, ça peut être une bonne chose. De ne pas avoir que des hommes en fait en entretien. Après moi personnellement j'ai pas fait des masses d'entretien, mais j'ai beaucoup discuté avec les duchesses et tout ça, c'est comme ça que j'ai vu tout ça en fait. Et après il faut pas faire un entretien différent pour les hommes ou pour les femmes. Il y en a qui disent oui on fait des choses spéciales pour les femmes parce que je sais pas, congé maternité, j'en sais rien. Et au final, ce que les femmes cherchent la plupart du temps, c'est plus d'avoir de la flexibilité, mais ça va pour les hommes aussi, en général. Avoir de la flexibilité dans les horaires, dans le modèle télétravail, pas télétravail, des jours au bureau, pas des jours au bureau. D'avoir une entreprise où il y a des règles peut-être un peu strictes sur le bien vivre ensemble, culturellement accueillir la diversité dans son ensemble. Euh, voilà. Alors que des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui essayent d'être sympas parce qu'ils se disent waouh, il y a une femme qui développe, je connais pas ça. Donc, soit ils vont dire je vais mettre en place des choses spéciales alors que c'est pas le but. Soit ils vont poser des questions que jamais un homme n'aura en entretien. Combien de fois on m'a dit oui, que pensez-vous des quotas on m'a dit à compétence égale entre une femme et un homme, il faut que je prenne une femme, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux dire, combien d'hommes ont eu cette question en entretien? euh... Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui l'aient eu. Donc voilà, essayer de faire. Après, il faut que l'entreprise ait une culture de diversité. C'est pas juste la personne qui va faire l'entretien qui va amener cette culture, il faut que ce soit quelque chose d'un peu plus global. Si la culture n'existe pas dans l'entreprise, je pense que c'est compliqué. Ça se ressent en fait. Les entretiens, il y a ce qui est dit, mais je pense qu'il y a aussi, je sais pas, on a tous des ressentis, des trucs. Et si la culture d'entreprise n'est pas là, je pense que c'est compliqué. Sur l'ouverture, la diversité des personnes, etc. Et après, ben, faut quand même prendre en compte que le gros frein pour les femmes, c'est souvent la maternité, c'est avoir des enfants. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont des mamans solo, qui élèvent seules leurs enfants. Et il y a beaucoup de femmes dont le conjoint ne fait pas les tâches ménagères ou très peu, ou il croit les faire mais il en fait très peu. C'est les statistiques d'aujourd'hui, je ne vise personne, c'est des généralités, c'est des statistiques, il y a toujours des exceptions. Mais voilà, comme beaucoup de femmes gèrent la logistique des enfants en plus de la logistique du travail, etc., c'est vrai que c'est là où tout ce qui est flexibilité est vraiment très très important, je pense. Est-ce que justement, tu as des exemples concrets d'entreprises qui ont mis des initiatives pertinentes en place? Moi, personnellement, quand j'ai cherché à changer, je voulais au moins 2 jours de télétravail. Il y a des entreprises où c'était oui, mais alors ça sera que le jeudi. Et puis si vous avez pris un RTT en début de semaine, vous ne prenez pas le jeudi en télétravail, etc. Ça paraissait très. C'était avant la pandémie, hein. Je précise parce que je pense que ça s'est un peu assoupli. Voilà. L'entreprise où je suis aujourd'hui, bon, ok, j'ai des meetings en général de allez, 15 à 17. Le reste de mon temps, je l'organise comme je veux.
Je peux, si j'ai envie d'aller voir le petit à l'école qui fait son spectacle de fin d'année, je peux. Si le matin je fais un rendez-vous médical, je peux. Si je veux bosser entre midi et deux, faire un autre truc là, ou bosser le soir et faire un truc le matin, je peux. Enfin, au niveau de flexibilité, l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai une grande flexibilité. Donc il y a ça. Après, je pense que oui, il faut vraiment, aujourd'hui, le télétravail, j'aurais du mal à avoir une entreprise avec la pandémie en informatique. Je parle en informatique, hein, pas. Il y a des métiers qui peuvent pas être télétravail. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'environnement, sur des choses que l'on ressent. Est-ce que pour toi, il y a peut-être des questions à poser en entretien pour s'assurer qu'on est dans un safe place ou dans un environnement dans lequel on va s'épanouir, au-delà déjà d'un En certain tant que ressenti personne. en tant que futur recruté? Alors moi, ce que j'ai remarqué, je sais que j'ai des collègues qui font beaucoup attention aux mots. Et finalement, ce que j'ai remarqué qui était encore le point à travailler aujourd'hui, c'est l'espace de parole. Donc en entretien, par exemple, où les personnes qui recrutent vont faire que parler, et vont laisser zéro place, ou enfin, je pense que des fois ça arrive. Quand on est sous-représenté, on a tendance à laisser parler les autres, on a tendance à attendre son tour, on a tendance à moins se mettre en avant facilement. Donc je pense que quelque chose qui peut être important, c'est est-ce que dans mon entretien, j'ai pu exprimer ce que j'avais envie d'exprimer au final? Ou est-ce que inconsciemment, je me suis retenue parce que je ne l'ai pas senti? Je pense que ça peut être des pistes. Parce que moi, je trouve que c'est ça la difficulté encore aujourd'hui, c'est d'avoir un temps de parole équilibré, surtout quand il s'agit de technique ou de projet, quoi. Quand il s'agit de raconter son week-end, on est d'accord, ça commence à être à peu près. Et encore qu'une femme qui parle autant qu'un homme est perçue comme bavarde. Mais ouais, c'est plutôt dans les espaces de décision, d'explication technique, etc. C'est là où ça va être, à mon avis, important. Mais après, ça va être du ressenti, mais je suis sûre que si on le chronométrait, on le verrait en fait, par exemple. Et surtout en entretien, en fait, où normalement la parole est plutôt au futur recruté et où parfois on ne lui laisse pas suffisamment la place pour exprimer ses points. Ou alors la façon de poser des questions qui peuvent être agressives plutôt que... En fait, il y a toujours des façons de demander les choses, mais selon comment c'est demandé... tu connais pas la concurrence Java avec les synchronize? Ou comment est-ce que tu ferais pour faire ça? Enfin, il y a des façons de tourner les choses qui sont plus gentilles que d'autres, quoi. Complètement. Sur le recrutement, donc là, on a parlé du moment de l'entretien. Il y a aussi le moment du choix des candidats. En fait, le fait avant de recevoir les gens, s'ouvrir à une plus grande diversité de profils. Tu as écrit un article sur le sujet et tu recommandais de ne pas mettre de formation spécifique sur l'offre, de ne pas avoir de formation spécifique en tête. Pourquoi c'est important selon toi et pourquoi c'est une opportunité au-delà de quelque chose à faire? Aujourd'hui, on voit beaucoup, en tout cas, moi, ce que je vois passer sur les Duchesses, c'est qu'on voit beaucoup de femmes qui viennent vers l'informatique en reconversion et d'autres types de populations sous-représentées, mais je ne peux pas parler pour les autres types de populations sous-représentées parce que je n'ai qu'un seul défaut vis-à-vis de l'informatique, c'est d'être une femme. Je ne peux pas parler pour les personnes de couleur, les personnes qui ont des handicaps, je ne peux pas parler pour ces personnes-là. Mais globalement, voilà, les personnes qui ne sont pas dans la norme informaticienne arrivent plutôt par des voies détournées, par des reconversions. Ce que moi j'ai fait, l'école d'ingénieur, c'est ce qu'on appelle la voie royale. Et les entreprises, en général, ils recrutent les yeux fermés là-dedans. Mais aujourd'hui, ça ne fournit pas assez de personnes. Et peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'être ingénieur pour tout non plus. Voilà. Et après, moi, j'estime qu'au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, enfin le diplôme, je sais pas, avec 10 ans, par exemple, avec 10 ans d'expérience, est-ce que mon diplôme, il a toujours un sens ou pas? Bah oui, il a un sens pour les entreprises, mais est-ce qu'il devrait avoir ce sens-là? Je sais pas.
une fois qu'on a fait ses preuves au niveau professionnel, quel que soit le point de départ, on devrait avoir, on va dire, un travail et compétences équivalentes, un salaire et une place équivalente, quoi. Mais c'est très dur, je pense qu'en France particulièrement, mais je ne sais pas trop. En plus, nous, on a fait un article de blog où c'est prouvé en fait que, même d'un point de vue, pour le coup, très capitaliste et performance, en fait, une équipe plus diversifiée sera plus performante parce qu'elle Exact. prendra en compte une pluralité de problèmes potentiels, surtout dans les équipes dev. Et donc, du coup, en fait, ça permettra d'aller plus loin, peut-être pas plus vite, mais plus loin. Oui, c'est ça. Tout En seul, on termes va en plus vite. termes- Ensemble, on va plus loin. Ouais, C'est l'adage. exactement. Mais Euh, totalement, parce qu'en fait, l'informatique, ça reste... souvent, c'est des trucs qui marchent pas, hein, on est d'accord. Euh, Globalement, souvent, on essaye de faire plus de fixes que de bugs, mais... Et en fait, le fait d'avoir des personnes de cultures très différentes, moi je le vois parce que l'entreprise dans laquelle je suis est internationale. Donc il y a des Américains, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Suisses, etc. Et Australiens. Ouais. Et c'est rigolo parce que du coup, cette approche culturelle permet vraiment d'avoir plus de solutions. Et du coup, de choisir la meilleure parmi les solutions. Donc c'est plus ça. Donc c'est la diversité dans son ensemble est bénéfique. Et ça, c'est prouvé, reprouvé. Je pense qu'on peut trouver des articles. J'en ai pas en tête. Mais... Tu parlais tout à l'heure aussi des mots, de l'importance des mots, que ça avait de l'importance pour toi. À quel mot tu accordes de l'importance, du coup? Le mec? Non, mais en français, ouais, on utilise le mec tout le temps en informatique. Il me faut un mec qui fait du paiement, il me faut le CV d'un mec qui a fait de la base de données. Ouais, c'est qui le mec qui a fait ça? Ce code, il est pourri. J'ai des collègues qui pourtant sont très sympas et très féministes, où je leur ai fait remarquer à un moment donné, tu te rends compte que là, tu as dit quand même 5 fois mec en moins d'une minute en me parlant à moi. Euh, voilà, après, c'est les petits détails de la langue française, mais c'est vrai que quand des recruteurs viennent sur le Slack Duchesse, qui est un Slack où potentiellement ils viennent là pour recruter des femmes et que l'annonce est au masculin, j'ai un peu du mal. Parce que du coup, arriver en disant je veux recruter des femmes, donc je cherche un développeur, un analyste en base de données et un technicien de je sais pas quoi, euh, on a l'impression que c'était pas abouti quoi, dans la réflexion, dans le... Donc, je sais bien que c'est pas des erreurs intentionnelles pour blesser ou quoi que ce soit, hein, c'est des erreurs d'inatation, les gens sont fatigués, sont stressés, c'est la course, il manque des développeurs partout, mais euh, c'est vrai que en français, il y a beaucoup ça. En anglais, beaucoup moins, du coup. Oui, c'est vrai Maintenant que je qu'en travaille en anglais. anglais depuis 2 ans, euh, il y a quand même guys, mais guys est moins un typé que mec. Même si, bon, j'ai demandé aux Américaines, en fait. J'aurais demandé leur avis à mes collègues américaines. Et Et on dit justement que malheureusement, guys se dit aussi beaucoup. oui, Mm. après, c'est vrai qu'on peut utiliser folks ou des trucs comme ça. Mais Mm. pas de- Il y a pas d'ailleurs les- des astuces, enfin, pour aussi se forcer à justement pas utiliser des mots masculins. Ah oui, En effet, folks en anglais, dire une personne oui. en Moi, j'aime français. beaucoup faire la partie. Là, j'aime beaucoup m'amuser à faire des choses plutôt neutres. Mm. Effectivement, une personne qui, en français, c'est neutre, c'est ni féminin ni masculin. Euh, je Mm. suis pas à fond pour les points médians, etc. L'écriture inclusive. Je suis pour l'écriture inclusive en fait, mais pas forcément pour les points médians. Euh, Parce qu'en fait, les points médians, c'est un raccourci. Il suffit de dire les développeuses et les développeurs. Plutôt que Mm. de mettre développe.ze.re.er, on peut dire les Mm. développeuses et les développeurs. C'est inclusif. Et Mm. on n'a pas besoin de points. Donc voilà, moi je suis assez, surtout à l'écrit, sur des choses qui sont, voilà, des blogs qui sont un peu publics. Je dis pas un SMS vite fait envoyé Mm. pour aller boire, pour aller boire une bière, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand c'est quelque chose de public, de cadré, etc., Mm. moi j'apprécie quand l'effort est fait Mm. d'être inclusif, quoi. Mm. Complètement. Euh, il y a aussi le fait
une petite indélicatesse que tu avais relevée dans ton article que je trouvais Je me rappelle pas. intéressante. C'était le fait de considérer les femmes comme une minorité. Quand on dit la diversité, en fait, les femmes, ça reste même un peu plus que 50% de C'est l'humanité. ça. Donc, c'est là encore, hein, c'est pas des choses mal intentionnées, mais en fait, c'est des indélicatesses qui du coup, perpétuent des stéréotypes, quoi. Oui, on dit plutôt sous-représenté. Mm. Et moi, je m'amuse à demander aux surreprésentés ce qu'ils en pensent, Mhm. des fois, par jeu inverse, parce qu'en fait, on dit toujours les minorités et les... Mais en fait, on dit... et vous... Enfin, voilà, il y a des fois où on peut dire... plutôt les surreprésentés ont tendance à prendre plus la parole en réunion, par exemple, ou, ou à postuler à un CV quand ils ont à peine 25% des compétences requises, alors que les sous-représentés, en général, cherchent plutôt à avoir 200% des compétences requises. Euh, ouais. Mais j'aime bien taquiner un peu, donc j'aime Mm. bien inverser le modèle. Toi, du coup, si on donne des pistes aussi de réponses, toi, j'ai l'impression que du coup, ta manière d'aborder ces sujets, c'est souvent l'humour. Enfin, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour du coup éveiller à ces sujets? Alors, j'essaye de pas trop le faire. D'ailleurs, j'essaye de pas trop faire de conférences sur la diversité. J'aimerais plutôt faire des conférences sur Jenkins ou sur des Mm. sujets plus techniques. On va dire que je dis non 9 fois sur 10. Mais bon, il y a des fois où voilà, là j'avais écrit un blog, je me suis dit pourquoi pas, puis Bah, j'étais merci. déjà venue à une soirée ADA, donc je me suis dit allez. Euh, mais c'était quoi la question? Du coup, c'est quoi, toi, tes moyens d'action sur ces sujets-là Alors justement, j'essaye de pas trop parce que dans l'entreprise où j'étais avant, j'ai commencé à dire quelques petits trucs et j'ai été taguée référente féministe et on voyait plus les compétences techniques à côté en fait. Mm. Les gens venaient, j'ai carrément eu des collègues qui sont venus montrer leurs stagiaires en me disant regarde, j'ai une fille dans mon équipe. Et j'étais super gênée. Elle aussi, je pense. Mm. Enfin, voilà, du coup, j'étais devenue un peu le recueil de tous les gars qui essayent de faire bien pour avoir des filles, quoi. Euh, et c'était fatigant. En fait, quand c'est une fois par mois, ça va, mais quand les gens ils viennent nous voir, quand il y a toujours un truc dans la journée où on vient nous dire oui, mais bon, quand même, tu trouves ça normal que celle qui est en congé maternité, elle ait au moins la moyenne des augmentations. Enfin, voilà, c'est vrai que donc Ouais, tu j'essaye te de retrouves pas à être le trop réceptacle travailler. de toutes ces questions et c'est Ouais, j'essaye de d'être bien. séparer, mais bon, je peux pas m'empêcher de dire ah, j'aimerais bien avoir une collègue féminine quand même. Mm. Quand on recrute, quoi, j'allais dire ah, on a un poste ouvert. Ah. Bon, voilà. Moi, je travaille avec des hommes aujourd'hui, donc quasiment. Une équipe Euh, de combien de personnes? on est 5-6 développeurs, on va dire, et puis après, il y a la product owner, c'est une femme, et mon manager, c'est un homme. Mais donc, oui, voilà, je glisse des petits trucs comme ça, mais j'essaye de pas trop le faire, non, sur l'aspect du sport. Mm. Parce Oui, que il j'ai y a été cette trop question embêtée après. Mm. J'avais, Oui, je il sais y a pas, cette j'avais une étiquette et puis j'arrivais pas à l'enlever, quoi. Mm. Oui, et puis il y a cette question que tu disais si les gens ont envie d'agir sur ces questions, il n'y a pas besoin d'un référent, c'est à eux de se former et d'agir en fait. Et c'est surtout que moi, je suis pas sociologue, je suis pas psychologue, je Mm. suis pas, c'est pas mon métier. Je m'y intéresse parce qu'on me pose des questions depuis la nuit des temps, depuis l'entretien à l'école d'ingénieur. Donc forcément, en fait, moi, j'aime pas ne pas avoir de réponse, etc. Donc au fur et à mesure de se prendre des réflexions ou des choses comme ça, on se renseigne ou pas, hein. Mais moi, c'est ma façon de. J'ai besoin de tout comprendre, donc y compris là. Maintenant, c'est vrai qu'au travail, j'essaye de pas trop euh, en parler ou le montrer parce que c'est pas comme si je faisais du vélo ou voilà la musique que je peux en parler par exemple. Je vais pas me faire contacter toutes les 5 minutes parce qu'il y a quelqu'un qui joue de la guitare, quoi. Je sais Mm. pas. Surtout en France, c'est un peu particulier. Ouais. Et du coup, enfin, justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a un gros sujet en ce moment sur les femmes développeuses, les femmes dans la tech, le manque de femmes dans la tech. Et en fait, j'ai l'impression parfois que c'est aussi le sujet, enfin la face immergée de l'iceberg sur les questions
de la diversité, il y a plein d'autres diversités non représentées dans la tech. Or, c'est pas quantifié, donc on a plus de mal à aussi agir sur ces sujets. Est-ce que toi, tu as des pistes pour s'engager sur tous les types de diversité? Qu'est-ce que tu penses de ces sujets-là? Moi, je reviens à la culture, à une culture sur accepter la différence, c'est, je pense, fondamental. Et une culture, ça veut dire que tout le monde la partage jusqu'au PDG de l'entreprise. Donc, souvent, c'est dans les hautes sphères que ça coince un peu, à certains endroits. Une entreprise qui est vraiment à fond dans la diversité ne va pas hésiter à se séparer d'éléments qui sont hautement toxiques, par exemple. Quelqu'un qui serait raciste, misogyne, validiste, j'en sais rien. Ça se sait. C'est douloureux pour ceux qui le subissent. Si derrière, la personne écope juste 3 heures de formation, comment être gentil avec les autres, ça paraît un peu juste. Donc, et après, je pense que le monde informatique, c'est pas si grand et tout se sait. Et je pense que déjà les femmes se demandent entre elles si d'autres sont allés dans cette boîte, est-ce que Oui, ça c'est va? quelque chose qui arrive Est-ce que ça va? ouais. Arrive souvent sur Duchesse. J'ai remarqué des prises de référence de ah tiens, j'ai reçu une offre de cette boîte, vous en pensez quoi? Voilà, c'est ça. On se protège entre nous. Et voilà, mais c'est aussi, enfin, la diversité, c'est vrai que je découvre moi parce que l'entreprise dans laquelle je suis, c'est vraiment à fond. Sans chiffres, c'est compliqué. Aux États-Unis, ils peuvent. Ils peuvent dire c'est sur la base du volontariat, mais en plus, je savais pas, c'est des pourcentages. Il peut dire je suis 30% hispanique, 20% afro-américaine, et il en reste combien 50% caucasienne. Eux, ils savent leurs chiffres. Moi, je savais pas quoi remplir dans la case. D'ailleurs, je l'ai pas rempli. Mais... et ils sont souvent assez fiers de le mettre quand c'est demandé en optionnel. Et donc, il y a possibilité d'avoir des statistiques, etc. Et bon, les chiffres sont pas bons aux États-Unis, mais au moins ils savent où ils en sont. C'est vrai que nous, en France, depuis la Seconde Guerre mondiale, on fait pas de liste comme ça, on fait pas de... et je crois que certaines associations le demandent. Ça serait peut-être pas mal de changer sur ce point-là. Et de pas compter que les femmes. Parce que les femmes, on peut les compter. On a le droit, ça. Le genre, on a le droit de le noter, mais pas le reste. Ouais, du coup, c'est une nébuleuse, c'est assez dur de quantifier. Après, je crois beaucoup à ce que tu dis sur la culture. En fait, si la culture attire la diversité, bah, ça se sait et c'est aussi un cercle vertueux. Justement, là-dessus, une fois qu'on a réussi à attirer des profils un peu plus diversifiés, à créer une équipe bah, peut-être plus représentative du monde, est-ce que toi, tu as des conseils sur comment faire perdurer cette équipe, comment garder ces équipes soudées? Est-ce que toi, tu as des pistes? En fait, il y a beaucoup de communication. Typiquement, quand on se voit en vrai, bon, ça s'est pas arrivé souvent dans ces derniers temps, mais nous, on a des consignes, bon, d'être toujours agréable à l'écrit, etc. Mais on a aussi des consignes en personne, de demander quelle est la méthode pour dire bonjour, par exemple, et de s'accorder à la moins intrusive. C'est-à-dire que si moi, pour faire bonjour, je suis plutôt sur la bise, tu es plutôt sur le serrage de main, le serrage de main est moins intrusif que la bise, donc on va rester sur le serrage de main. Et donc, c'est un peu des règles comme ça culturelles, parce que souvent les cultures, même se toucher, c'est compliqué, etc. Donc, quand c'est vraiment multiculturel, l'idée, c'est de parler de tout et de dire même les évidences, quoi. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que des fois, du coup, les Américains, ils demandent si c'est du français ou si c'est du angélique. Parce que quand je fais des trucs, est-ce que la boisson que tu bois, c'est une habitude française ou est-ce que c'est du angélique made in angélique ou est-ce que voilà. Et c'est vrai que bah, c'est et puis c'est raconter un peu sa culture et son histoire et c'est échanger. Enfin, mais c'est sympa, c'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup. Typiquement les jours fériés.
il y a un jour férié là, un là, un là, pour ça. Pâques, c'est pas le même jour en Espagne. En France, c'est peut-être même pas le même jour dans les deux régions de l'Espagne, dans les différents coins de l'Espagne, etc. En Inde, ils ont des jours selon la caste dans laquelle ils sont. Je sais pas, j'ai pas tout suivi, mais c'est vrai que c'est très intéressant de dire. Mm. Oui, en fait, Les s'intéresser choses. à Ouais. l'autre et à sa culture, quoi. Mm, mm. J'ai l'impression dans ce que tu dis que ça passe aussi beaucoup par donc, la culture d'entreprise, insufflée par la direction, c'est Mm. insufflé aussi par le manager. Est-ce que toi, tu as ouais, des conseils à donner sur le management, des choses qui te semblent importantes? Bah, double vérifier, par exemple, les choses comme ça. Euh, Il y a des gens qui boivent pas d'alcool, il y a des gens pour diverses raisons, il y a des gens qui mangent pas certaines choses, etc. Pas prendre un restaurant sans demander aux gens bon, bah, quelles sont vos habitudes alimentaires, etc. Enfin, et double-checker que si quelqu'un a fait un resto, t'as demandé avant si tout le monde mangeait de la viande ou pas. Mm. Des choses comme ça, répéter, je pense que les choses qui sont pas obligatoires ne sont pas obligatoires. Se serrer la main, c'est pas obligatoire. Allumer la caméra, par exemple, c'est pas obligatoire. Si tu le sens pas sur une réunion d'allumer la caméra, t'allumes pas la caméra. Euh, donc, à l'inverse, moi j'entends des fois pas bien, donc je dis que si les personnes peuvent allumer la caméra, c'est mieux pour moi, mais, Mm. mais j'oblige pas non plus. Je pense que tout ce qui est dans l'obligation est toujours un peu trop restreint, quoi. Mm. Ok. Moi j'ai posé toutes mes questions que j'avais sur le sujet. Je vous propose, comme il nous reste un petit moment, si vous voulez poser vos questions, même si vous avez des remarques, des témoignages sur ce sujet, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi prendre le micro. Ah, moi, j'ai peut-être une petite question. C'est est-ce que tu vois une différence d'approche entre le management français et le management américain sur ces sujets-là? Je sais pas si je peux généraliser parce que j'ai eu un manager américain, un anglais et plein de français. Donc j'aurais du mal à. Moi, je pense que c'est vraiment la culture dans la boîte dans laquelle je suis qui est différente de celle d'avant, dans la mesure où ils prennent quasiment que des personnes expérimentées et ils prennent leur rôle de manager comme ok, qu'est-ce que je peux faire pour que toi tu travailles bien parce que c'est pour toi qui produis, c'est toi qui fais le travail. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, quoi. Donc c'est vrai que moi ça a complètement changé du manager qui essaye de savoir quand tu as écrit quelle ligne de code, combien tu as fait de commit ou autre chose comme ça. Après, est-ce que c'est français, américain? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des entreprises françaises qui sont aussi. Euh, Ça dépend. En fait, moi j'ai l'impression que les managers, chaque manager est différent. J'ai tendance à dire il faut trouver un manager qui te va bien et le garder. Parce qu'un Mm. manager qui va bien pour moi, il ira pas bien pour quelqu'un d'autre. À vrai dire, je milite un peu pour qu'il y ait une séparation entre coach et directeur de projet, Mm. la direction de projet, mais je sais qu'il y a certaines entreprises qui commencent à faire ça. Donc j'aimerais bien expérimenter un jour. Est-ce que toi, Christian, tu as pu ressentir Enfin, est-ce que tu poses cette question parce que est-ce que toi, tu as pu ressentir des différences peut-être dans ton expérience? Ah ben, vu que j'ai jamais bossé pour une boîte française, je saurais pas trop dire aussi pour une boîte française. Euh, Après, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, effectivement, c'est difficile de généraliser, mais en tout cas, c'est un peu, entre guillemets, à la mode de mettre ça en avant. Après, c'est peut-être marketing. Euh, voilà, c'est un peu. Voilà, vu que j'ai jamais bossé aussi Mm. pour une boîte française, je C'est sais pas possible que trop. le poste de développeur soit vu différemment aussi entre Ouais. les États-Unis et la France. Ou en France, en général, on se dit vite, oui, non, mais tu vas faire de la gestion de projet, tu vas pas rester développeur longtemps, là, à faire du code, là, c'est presque... je pense qu'il y a cette vision aussi en France qui est pas...
c'est un peu plus hype, j'ai l'impression, aux États-Unis, de développeurs, mais je ne sais pas exactement si c'est un ressenti ou si c'est Non, vraiment... t'as complètement raison. T'as complètement raison. J'ai l'impression qu'en France, la carrière naturelle d'un développeur, homme ou femme, c'est pas forcément d'aller très longtemps dans la technique et qu'on est promu en étant chef de projet, etc. Donc, et effectivement, aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas. Mais bon. Et moi, j'ai découvert l'échelle, parce que je ne la connaissais pas. Junior développeur, développeur, senior développeur, staff développeur, principal, fellow. J'avais pas forcément cette échelle en tête. En France, où il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en termes français. Développeur expérimenté, je ne sais pas exactement. Oui, ça se traduit plus. Dans ce cas-là, il y aura deux échelles, junior et senior. Et c'était aussi d'ailleurs un de tes conseils, Angélique, que j'avais bien aimé encore plus, je crois, en tant que femme. Assez vite, on va placer sur des rôles, bon, ça peut être de représentation, tiens, prends la parole, explique ton code sur tel et tel sujet, va à tel événement. Et aussi des postes du coup, qui peuvent être de manager de gestion de projet. Et c'est le fait de se dire, il y a peu de femmes développeuses, donc gardons les femmes développeuses quand elles sont contentes dans ce qu'elles font, quoi. Oui, je pense qu'il faut être à l'écoute. C'est-à-dire qu'une femme qui vous dit oui, je veux vraiment développer, même si elle sait bien parler aux clients, même si elle sait parler à des gens et à des humains, parce que souvent c'est ça, les femmes sont souvent poussées vers des postes transverses non techniques parce que il se trouve qu'elles arrivent à discuter, à expliquer les choses des fois un peu mieux que certains hommes qui ont un peu un profil un peu plus bourru et puis des fois moins accessible. Mais c'est une erreur, c'est-à-dire que si une femme vous dit je veux vraiment continuer à développer, etc., il faut l'écouter, quoi. Il faut la croire. Et j'ai vu souvent des managers qui poussaient dans des directions alors que la personne disait non, mais même des hommes. La personne disait non, mais je veux vraiment rester dans le développement et pas faire du PowerPoint à longueur de journée pour dessiner des carrés. Et je pense qu'il faut être à l'écoute. Ok. S'il y a d'autres questions, c'est le moment. Merci Christian pour le témoignage en tout cas. Sinon, on va clore l'événement. On n'était pas hyper nombreux ce soir, mais heureusement, il y aura le replay sur YouTube. Je pense que c'est quand même un thème qui avait pas mal intéressé. Donc, on le repartagera. Un grand merci, Angélique. Merci de m'avoir invitée, Claire. Que tu acceptes pas forcément tout le temps ce genre d'intervention et je comprends très bien pourquoi. Mais les conseils, je les ai trouvés très, très concrets et les discussions intéressantes sur les styles de management aussi. Et voilà, je pense que ça peut faire du bien à d'autres femmes d'entendre ces conseils. Donc voilà, merci. Et puis à bientôt, de toute façon, sur la communauté Duchesse. Ça marche, merci. Et bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.